Je m'appelle Molly Walsh, j'ai 33 ans, je suis capitaine dans l'armée américaine. Et je n'aurais jamais pensé que la forteresse que j'ai construite au prix de tant d'efforts deviendrait la cible du pillage de ma propre famille, après des années de difficultés pour atteindre ce que j'ai aujourd'hui, mes parents et ma sœur, Sarafina, sont réapparus après 5 ans de silence, exigeant que je vende ma maison pour rembourser sa dette de 260 000 dollars. Lorsque j'ai refusé, ils ont fait l'impensable. Ils ont fait irruption chez moi et ont détruit ma maison, laissant les mots traître écrits sur mon mur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette maison renferme des secrets qui finiront par me protéger de leur manigance. Avant de vous révéler ce secret, dites-moi d'où vous regardez la vidéo aujourd'hui. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et s'abonner. Si vous avez déjà dû vous défendre contre des proches toxiques qui avaient soudainement besoin de quelque chose de votre part, ma maison à Fayetteville, en Caroline du Nord, n'a rien d'extravagant. C'est un modeste bungalow d'un étage, peinte en blanc immaculé, avec de jolis volets bleus aux fenêtres, mais c'est la mienne. Chaque mètre carré, chaque brin d'herbe dans le jardin, a été payé par des déploiements à l'étranger, des nuits blanches à monter la garde et la discipline de fer que l'armée vous inculque. C'est plus qu'une maison, c'est une déclaration d'indépendance. Ce samedi après-midi-là était chaud et humide, l'air était chargé de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et de la pluie estivale imminente. J'étais dans mon jardin, les mains enfoncées dans la terre riche, essayant de mettre en place un nouveau treillis en bois pour mes plants de tomates en pleine croissance. Le bois était rugueux sous mes paumes, une sensation tangible et rassurante. C'était la vie que je m'étais construite, brique par brique, graine par graine, calme, ordonnée, prévisible. Au moment où je parvenais à mettre le treillis en place, une voix familière et douce s'est fait entendre par-dessus la clôture. On dirait que vous avez les mains pleines. C'était Madame Eleanor Vance, ma voisine. C'est une veuve de 75 ans, aimable, dont le sourire pourrait calmer un ouragan, et qui possède la chaleur innée d'une véritable matriarche du Sud. Elle s'est approchée, marchant prudemment sur l'herbe, pourtant un petit pot de fleurs aux feuilles vertes brillantes et à la fleur blanche parfaite, un camélia pour une femme qui a construit son propre jardin à partir de rien, a-t-elle dit, les yeux plissés au coin. Elle me l'a tendu. J'ai essuyé la terre sur mes mains sur mon jean et j'ai accepté le cadeau, une chaleur simple et sans complication se répandant dans ma poitrine. C'était un sentiment que je n'avais jamais connu à Havenwood, en Pennsylvanie, cette sinistre ville de la Rust Belt où j'avais grandi, un endroit où les rêves mouraient aux côtés des aciéries. Ici, dans mon petit coin de Caroline du Nord, je me sentais vue, je me sentais en sécurité. C'était ma vie désormais, et je l'aimais plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. C'est à ce moment précis de paix que le charme fut rompu. Mon téléphone, posé sur la table de la terrasse, se mit à sonner. Ce n'était pas ma sonnerie habituelle. C'était une vieille mélodie métallique que j'avais oublié de supprimer, attribuée à un groupe spécifique de contacts il y a des années. À titre d'avertissement, l'écran s'est allumé avec un seul mot de 3 lettres. Maman. 5 ans. 5 ans d'un silence assourdissant. Mon cœur ne s'est pas simplement arrêté. Il s'est figé, un choc froid, électrique et aigu, a traversé mes veines, tous mes instincts, aiguisés par des années d'entraînement militaire pour détecter une menace imminente, m'ont crié de réagir. Je me suis redressée. Ma respiration a automatiquement changé. Une inspiration lente et contrôlée, une expiration longue et régulière. C'était la même technique que j'utilisais avant un briefing de mission. La même façon dont je me concentrais avant d'entrer dans un environnement hostile. J'ai pris le téléphone, mon pouce planant au-dessus de l'icône verte. Ce n'était pas un appel, c'était une intrusion. Bonjour. Ma voix était calme, posée, une voix d'officier. À l'autre bout du fil, la réponse était tout sauf calme, ma mère, Geneviève. Sa voix dégoulinante d'une douceur aussi épaisse et artificielle que du sirop contre la toux. Molly, ma chérie, ça fait si longtemps. Je pensais justement à toi et je voulais savoir comment allait ma fille. Ton père et ta sœur te manquent terriblement. Le mensonge sortait de sa bouche si facilement, si naturellement, que c'en était presque impressionnant, comme si elle avait passé les 5 dernières années à le répéter, comme si notre dernière conversation n'avait pas été une dispute hurlante qui s'était terminée par mon père me traitant de honte. Je restais sur mes gardes, mes réponses étaient courtes. Je vais bien, très bien. Oh, ma chérie. Mais ma mère est une experte en tactique. Son champ de bataille, c'est la culpabilité. Ses armes sont l'agressivité passive et la fausse sollicitude. Elle a lancé sa campagne, commençant par une salve de plaintes soigneusement préparée.
Le dos de papa lui faisait à nouveau souffrir. Tu sais comment c'est? Sarafina avait du mal avec sa boutique. C'est tellement difficile pour un artiste de gagner sa vie dans une petite ville. La vieille maison de Havenwood tombait pratiquement en ruine, le toit qui fuyait, les fenêtres qui laissaient passer les courants d'air. Chaque détail était un appât lancé dans l'eau pour voir si je mordrais à l'hameçon. Je n'ai pas mordu. Je me suis contentée d'écouter, mon silence formant un mur de pierre. Finalement, elle est arrivée au but, au véritable objectif de sa mission. Cela signifierait beaucoup pour nous si tu venais dîner à la maison, a-t-elle supplié, la voix brisée par une émotion feinte. Juste un dîner de retrouvailles. Nous sommes une famille. Après tout, ce mot, famille, dans sa bouche. Ce n'était pas une invitation, mais une menace, une condamnation à perpétuité. Le soldat dans ma tête criait. C'est un piège. Ne t'engage pas. Je savais que c'était un piège. Je savais de toutes les fibres de mon être que je devais dire non, raccrocher et bloquer le numéro pour toujours. Mais alors, une autre voix murmura depuis un endroit plus profond et plus blessé en moi, la voix d'une petite fille qui voulait juste que sa mère soit fière d'elle, une partie faible et stupide de moi qui nourrissait encore un mince espoir toxique. Peut-être que cette fois-ci, ce serait différent. Peut-être qu'ils avaient changé. C'est une illusion à laquelle beaucoup d'entre nous s'accrochent. La croyance désespérée que les personnes qui nous ont fait du mal se réveilleront un jour comme par magie et décideront de nous aimer. N'est-ce pas? Le silence s'éternisait. Je pouvais l'entendre respirer. Attendre? Elle savait qu'elle m'avait... D'accord. Ai-je finalement soupiré? Ce mot ayant le goût de cendre dans ma bouche, je me détestais pour ma faiblesse, pour avoir abandonné le terrain que j'avais gagné de haute lutte. Ce week-end, je viendrai en voiture. Après avoir accroché, un frisson profond me parcourut l'échine. Une froide terreur qui n'avait rien à voir avec le temps. Mon sanctuaire me semblait soudain vulnérable, exposé. Madame Eleanor me regardait, son visage bienveillant empreint d'une compréhension silencieuse, qui n'avait pas besoin de mots pour s'exprimer. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement. Je me suis forcée à hocher la tête, redressant les épaules et essayant de projeter une force que je ne ressentais pas. « Je vais bien, madame. Merci. » J'ai réussi à esquisser un sourire crispé. Ce n'est qu'un dîner, je peux le gérer. Mais dès que ces mots ont quitté mes lèvres, j'ai su qu'ils étaient un mensonge que je me racontais à moi-même, le plus gros mensonge de tous. Je ne rentrais pas à la maison pour un dîner en famille, je retournais sur un ancien champ de bataille, et je venais de m'engager volontairement dans la zone de tir. Les 5 heures de route entre Fayetteville et Havenwood me donnèrent l'impression d'un voyage dans le temps, chaque kilomètre m'arrachant une couche de la vie que je m'étais construite, me laissant à nu. Dès que je m'engageais dans mon ancienne rue, le poids familier de cet endroit s'abattit sur moi comme une couverture de laine humide. Rien n'avait changé. Les maisons délabrées aux porches affaissées et le ciel gris et usé qui semblait constamment battu par les intempéries, tout ce qui concernait la maison de mon enfance était là, mais elle semblait plus vieille et plus délabrée que dans mes souvenirs. Le bois ancien et vieilli était exposé lorsque la peinture s'écaillait, donnant l'impression d'os. L'air était lourd, imprégné d'une odeur étouffante de pourriture et d'humidité, et de minuscules fissures serpentaient sur les murs. Une odeur d'inactivité imprégnait l'air. Le fauteuil La-Z-Boy antique que mon père Thaddeus avait façonné à sa taille au fil des ans était son trône, et il y était enfoui. Alors que le match des Steelers retentissait sur le téléviseur vintage, il ne prêtait attention à rien d'autre. Il tenait une bouteille de bière Iron City, dont le verre brun transpirait entre ses doigts. Le seul signe qu'il donna pour reconnaître ma présence fut un mouvement du menton, et tout ce qu'il put museler fut un grognement. Tout ce que j'ai reçu, c'est 5 ans, l'air ennuyé. Ma sœur Sarafina était affalée sur le canapé. Elle portait un jean déchiré et un t-shirt d'un groupe qui s'était séparé avant sa naissance, comme si elle essayait encore d'obtenir un rôle dans une comédie musicale au lycée, même si elle avait 38 ans. Son regard inattentif, fixé sur son téléphone, ne reconnaissait pas ma présence. Un dîner nerveux et silencieux fut servi. Une purée instantanée au goût de flocons de carton accompagnait le pot-au-feu fade et filandreux qui témoignait de l'indifférence de ma mère. Personne ne m'a jamais posé de questions sur mon passé, mon travail, mes déploiements, les endroits où j'avais voyagé ou la personne que j'étais devenue, mis à part les plaintes incessantes de mon père à propos des responsables politiques. Les seuls bruits étaient le bourdonnement des commentateurs de football et le grattement des fourchettes contre les assiettes. Chaque fois que Sarafina voulait partager des informations insignifiantes sur sa vision créative, elle poussait un grand soupir, comme si je n'existais pas. Je m'assis à leur table, parmi eux,
Tout cet optimisme naïf qui avait illuminé mon cœur pendant le trajet était désormais éteint, ne laissant derrière lui que des cendres glacées, le dessert. Une tarte aux pommes achetée en magasin avec une pâte légère et moelleuse était le plat principal du premier acte. Ma mère, Geneviève, essuya la vaisselle et revint avec un masque de chagrin maternel sur le visage. Elle s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. Sa peau était glacée. Les larmes qu'elle avait préparées ont jailli de ses yeux. Molly, ma chérie, a-t-elle commencé d'une voix à peine audible. Ta sœur Sarafina, elle est tellement talentueuse. Tu sais, une vraie artiste, mais elle a des problèmes, de gros problèmes. Elle m'a serré la main. Son magasin avait une dette de 260 000 $, une somme scandaleuse et ridicule flottait dans l'air. Comme prévu, mon père éteignit la télévision à ce moment précis. Le silence soudain était peut-être plus surprenant que le vacarme. Ses yeux étaient lourds et sans vie lorsqu'il tourna doucement la tête. « Ta maison en Caroline du Nord », dit-il d'une voix grave. « Vends-la, cela devrait suffire à couvrir la dette. » Je ne voulais pas dire « Pourrais-tu envisager ?»« Oh, pourrais-tu négocier ?» C'était clairement un ordre, à mon insu et sans mon consentement. Ils avaient délibéré, comploté et finalement décidé du sort de ma propriété, la seule chose au monde que je pouvais légitimement considérer comme mienne. Même si je n'étais pas leur fille biologique, j'étais leur plan de secours, leur distributeur automatique de billets humains. Du plus profond de mon ventre jaillit une colère glaciale et sauvage. Comme je n'en avais pas ressenti depuis longtemps, la température était glaciale. Pas explosive. Ma mère lâcha ma main lorsque je la retirai. « Non, dis-je. » Je parlais d'une voix basse et calme qui semblait terriblement sereine. La petite salle à manger fut secouée par l'explosion de ce mot. La fourchette de Sarafina glissa sur son assiette dans un bruit métallique. « Non. Tu viens de dire non », a-t-elle demandé, d'une voix de plus en plus incrédule, jouant le rôle de médiatrice. Ma mère a déversé un torrent de culpabilité avec ces mots. « As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'être coincée dans cette ville sans avenir à essayer de créer quelque chose de beau pendant que tu te balades à travers le monde aux frais du gouvernement ?» a-t-elle demandé à son fils. « Ne sois pas égoïste. Molly. La famille est censée s'entraider. Tu as pu voyager à travers le monde. Ta sœur n'a jamais quitté la Pennsylvanie. C'est sa seule grande opportunité. » Elle utilisait le terme « famille » comme un marteau, justifiant chaque demande. Aussi ridicule soit-elle. La dernière illusion de mon enfance a finalement été brisée par les commentaires de mon père, le visage rouge de colère. Il s'est levé de sa chaise, la voix pleine de rage. Il a grogné. « Ne prends pas de grands airs avec moi », tout en pointant un doigt tremblant dans ma direction. « Cet uniforme chic ne cache pas d'où tu viens. Tu dois cette maison, tu dois cette famille. Soit tu vends cette maison, soit tu n'es plus ma fille. » Je sentis mon cœur se durcir alors que l'espoir empoisonné que je nourrissais s'évanouissait enfin. Je me levai d'un bond tandis que la chaise glissait sur le sol en linoléum. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ne le voyant plus comme mon père, mais comme le despote qu'il avait toujours été. « Je ne dois rien à personne dans cette pièce, » leur ai-je dit. Le ton de ma voix était glacial et inflexible. J'ai payé mes dettes avec toute mon enfance. Leur silence choqué a rapidement laissé place à une symphonie d'obscénités et d'insultes. Alors que je me retournais et me dirigeais vers la porte, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai continué à marcher, quittant le bâtiment et entrant dans l'air froid de la nuit par les escaliers en béton délabré, les phares de ma voiture perçant la nuit de cette rue oubliée depuis longtemps. J'ai regardé dans le rétroviseur derrière moi alors que je m'éloignais à toute vitesse. La maison rétrécit jusqu'à devenir à peine visible, sa lumière jaune pâle s'échappant des fenêtres. En roulant dans la nuit sur l'autoroute 80, je savais que je quittais la Pennsylvanie pour de bon. J'avais l'impression que le passé revenait me hanter alors que les phares des véhicules qui approchaient traversaient l'obscurité totale de ma maison. À chaque clignotement de la lumière, de nouveaux souvenirs me revenaient, et je savais que je devais dire non. C'était si difficile. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement accepter ? Pourquoi 260 000 $ constituait-il un obstacle insurmontable ? L'argent n'avait jamais été un problème. Tout se résumait à la valeur symbolique de cette somme. Ce que j'avais abandonné en échange de ma liberté, c'était 15 ans de ma vie, ainsi que mon sang. M'assure et mes larmes, tu as une dette envers cette famille. Les mots de mon père résonnaient comme un battement de tambour dans mon cerveau, mais la véritable dette, celle qui ne pouvait être remboursée, était la leur, car ils m'avaient volé mon enfance. Ces flashbacks n'étaient pas des idées vagues qui flottaient dans ma tête, mais plutôt des images cristallines qui se déroulaient sous mes yeux sur l'écran noir du pare-brise. J'avais 12 ans. Le mardi est arrivé. Puis s'est écoulé. Alors que j'aidais ma mère à débarrasser la table,
Mon coup d'œil heurta accidentellement un vase en porcelaine bon marché qu'elle avait exposé sur la cheminée. Il n'avait pas de valeur inestimable et n'était pas ancien, mais il lui appartenait. Dans la maison autrement silencieuse, le bruit de sa chute sur le sol résonna comme un coup de fusil. Mon père, Thaddeus, fut là en un éclair. Son silence était peut-être plus menaçant que ses éclats. Les doigts enfoncés dans mon biceps, il m'a saisi le bras et m'a traîné jusqu'au sous-sol par les marches en bois grinçantes. Il m'a plaqué contre le sol en béton dur et froid et m'a ordonné de ne pas me lever avant qu'il ne m'y autorise. Il a claqué la porte, me plongeant dans une quasi-obscurité. J'avais mal aux genoux et le froid m'envahissait les os alors que je restais agenouillée sur le sol toute la nuit. Cependant, la douleur physique n'était pas le plus terrible. À l'étage, on pouvait entendre des bruits. Ma mère racontait une histoire à Sarafina avant de la coucher, et je pouvais presque entendre sa voix calme. Les rires insouciants et légers de ma sœur résonnaient à travers le plancher comme une série de petits coups de couteau. Même s'il n'était qu'un étage au-dessus de moi, il semblait venir d'une autre planète. Après ce qui m'a semblé être une éternité, la porte du sous-sol s'est ouverte en grinçant. Qui était-ce? Ma mère? Elle s'était faufilée en bas pour prendre les choses en main. Plutôt que pour me sauver, elle m'a mis dans les mains une couverture délicate qui me démangeait. Molly, s'il te plaît, reste tranquille, m'a-t-elle supplié d'une voix aiguë et affolée. Elle a manqué à son devoir de me protéger du danger, se contentant de dire « Ne mets pas ton père encore plus en colère ». Elle ne m'a pas défendue. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est d'être une bonne victime et de supporter tout cela en silence. J'ai compris notre situation à ce moment-là. Dans le palais, Sarafina jouait le rôle de princesse, tandis que j'étais enfermée dans la prison comme bouc émissaire. Tuée pour apaiser la fureur irrationnelle du monarque tyrannique, ma mère n'était pas une codétenue. Elle supervisait le fonctionnement du système en tant que directrice, puis vint l'année de mes 15 ans. Pendant l'été, je travaillais comme serveur et plongeur dans un café du quartier. Je frottais la graisse sur les sols, supportais les remarques désobligeantes des cuisiniers et avais toujours l'odeur de l'eau de Javel et du vieux marc de café sur les mains. Je travaillais d'arrache-pied. Mon seul et unique objectif était d'acheter un billet à 75 $ pour voir Pearl Jam. Alors j'ai économisé chaque centime et j'ai caché les billets froissés sous mon matelas. Leur musique m'a sauvée de la monotonie écrasante de mon existence. Et c'était mon groupe préféré. Ce billet était le premier bien matériel pour lequel j'avais travaillé. Il représentait une petite fraction de l'univers qui m'appartenait en propre. Mon père l'a trouvé par hasard, d'une manière ou d'une autre. Il a réussi à le faire. Comme s'il s'agissait d'une preuve de crime, il a fait irruption dans ma chambre un après-midi en brandissant le billet. Il l'a approché de mon visage et l'a soigneusement déchiré en petits morceaux inutiles. Les confettis de mes fantasmes ont atterri sur le sol. Cet argent est pour la famille, a-t-il dit d'une voix basse et intimidante. Pas pour que tu le gaspilles dans des conneries de rock'n'roll. Il a utilisé le reste de l'argent que j'avais économisé la semaine suivante pour acheter une nouvelle tenue étincelante à Sarafina pour son bal de fin d'année. Malgré les paillettes éblouissantes, je n'ai rien ressenti en la regardant tourner devant le miroir. Un vide de certitude a comblé le vide laissé par la perte du chagrin. C'est la révélation accablante que je n'avais pas le droit au bonheur qui m'a fait pleurer cette nuit-là, et non le fait d'avoir raté le concert. Il fallait que je m'empare, que je défende et que je me batte pour chaque plaisir que je découvrais. À ce moment-là, mon seul refuge était l'école. Mes notes me servaient à la fois de défense et d'attaque. Comme un homme qui se noie s'agrippant à une branche, j'étudiais désespérément. Ma défiance envers leurs attentes pour ma vie était palpable à chaque note obtenue, le jour de la remise des diplômes du lycée. Alors que mes camarades de classe organisaient des fêtes et des voyages, j'ai enfilé mes plus beaux vêtements et me suis rendue au bureau de recrutement militaire du centre-ville. Des affiches étaient collées sur la vitrine. Parmi elles, une m'a particulièrement marquée. L'image représentait un soldat à l'air déterminé, vêtu d'un uniforme impeccable. L'armée. Soyez tout ce que vous pouvez être. C'était la dernière option pour la plupart des jeunes de ma région, un moyen d'échapper au chômage. Les mots apparaissaient au-dessus de l'image. Cela me semblait être une garantie de salut. C'était un appel à me réinventer, à aller ailleurs, à ne plus être défini par mes contributions et à commencer à être défini par mes propres réalisations. Vous pouvez montrer votre soutien à cette histoire en cliquant sur le bouton « J'aime » si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation similaire où vous saviez que vous deviez partir pour pouvoir vivre. Dans les commentaires, partagez le nom de l'annonce de recrutement qui vous a offert une chance de vous échapper. Je n'ai pas hésité une seconde à franchir la porte vitrée. C'était plus un moyen de fuite qu'une décision. L'armée m'avait apporté de la discipline et un salaire stable,
Mais c'était à moi qu'il incombait, en fin de compte, de construire ma vie. J'avais économisé une somme d'argent respectable après quelques déploiements. Grâce à ma prime de combat et à ma vie frugale dans les casernes, j'ai investi cet argent dans mon indépendance plutôt que dans un nouveau véhicule ou des voyages somptueux. Je me suis mis à la recherche d'une maison. Je suis tombée dessus à Fayetteville. C'était une tentative désespérée d'une banque pour se débarrasser d'une maison saisie. L'endroit était en piteux état, peinture écaillée, sol endommagé par l'eau et odeur de moisi imprégnant chaque pièce. Au milieu de cet délabrement, j'ai découvert une structure solide. On pouvait y voir un potentiel. J'ai vu avant tout une toile vierge. La restauration de cette modeste maison est devenue l'activité principale de tous mes week-ends et jours fériés. J'ai utilisé des vidéos YouTube pour apprendre à caroler le sol d'une salle de bain, m'arrêtant toutes les 30 secondes pour suivre chaque geste du professeur. Un samedi après-midi, autour d'un pack de 6 bières, j'ai appris à souder des tuyaux en cuivre auprès d'un sergent-chef à la retraite de mon unité qui avait créé sa propre entreprise de plomberie. J'ai également acquis des compétences en matière de conduit, de mastic et de peinture. Rénover une maison n'était pas ma seule occupation. Je me remettais également sur pied. J'ai planté des clous et appliqué de la peinture sur les murs. En faisant de petits pas délibérés vers un avenir meilleur, j'ai pu reconstruire les fragments de mon âme qui avaient été brisés et me prouver que j'étais capable de créer quelque chose de magnifique et de durable à partir de rien. Mais une maison n'est qu'un bâtiment. Redécouvrir le pouvoir de faire confiance aux autres a été le tournant de mon parcours vers la guérison. Faire du bénévolat avec la section locale d'Habitat for Humanity pendant mes week-ends de congé avec un groupe d'inconnus enseignants, comptables, mécaniciens a été l'un des meilleurs choix que j'ai jamais fait. Pour les ménages à faible revenu, nous passions nos samedis à monter des toits et à construire des murs. Je n'étais que Molly, la matrice maladroite qui utilisait la perceuse électrique, transpirant sous la chaleur de Caroline du Nord. Je n'étais pas le capitaine Walsh. Je n'avais jamais fait partie d'une équipe avec laquelle je pouvais travailler vers un objectif commun, sans craindre le ridicule, les arrière-pensées ou l'animosité grandissante. Il n'y avait que la simple camaraderie et un objectif commun. La générosité de parfaits inconnus m'a été prouvée. C'était plus un cadeau qu'une transaction. J'ai commencé à écouter des podcasts pendant ces longs trajets vers les chantiers. Quelqu'un m'a suggéré Brené Brown. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est l'une de ces déclarations qui m'a le plus marquée lorsque j'ai écouté son discours sur le courage et la vulnérabilité. C'est notre plus grande mesure de courage. J'ai fini par comprendre que ce que je faisais, recommencer à zéro, rétablir des relations et croire en ma propre valeur pour trouver la paix, n'était pas seulement une question de survie. J'ai fait preuve d'un courage remarquable. À ce jour, je considère encore cela comme mon acte le plus courageux. Ensuite, il y a eu Eleanor, la femme de ménage. Elle a été la première personne à traverser son jardin et à frapper à ma porte le jour où j'ai emménagé ici, une tarte aux patates douces cuite au four, avec une croûte dorée et un arôme réconfortant de cannelle et de muscade, flottée dans mon hall d'entrée désert lorsqu'elle est partie. La tarte était avant tout un symbole d'acceptation et d'accueil. Elle ne m'a jamais demandé d'où je venais. Je n'ai jamais demandé à une seule femme militaire pourquoi elle achetait seule une maison délabrée. Elle, cependant, n'était jamais absente. Nous passions des journées paisibles à nous occuper de nos plantes et à échanger des conseils utiles par-dessus la clôture, pendant que je sirotais du thé sucré dans ses grands verres. Elle me régalait d'histoires sur son défunt mari Harold et ses blagues hilarantes sur la pêche, alors que nous étions assises sur la balancelle de sa véranda. Elle m'a offert un cadeau que ma mère n'avait pas pu me donner, une attention à la fois inconditionnelle et simple, plutôt que de me considérer comme un atout à exploiter. Elle a reconnu ma valeur en tant qu'individu. Avec l'aide de mes camarades soldats, de mes amis d'Habitat for Humanity et de Madame Eleanor, j'avais construit quelque chose de bien plus important qu'une maison. J'avais créé une nouvelle famille, une famille qui n'était pas liée par le sang, mais par l'amour et la reconnaissance. Tout le monde ici était comme une brique dans mon mur de tranquillité. Assis seul dans mon salon ce soir-là, je me suis remis du long voyage de retour de Havenwood, qui m'avait brisé le cœur, sur les murs, que j'avais peints d'une teinte apaisante de bleu. La lumière jaune et chaude de la lampe que j'avais moi-même recablée produisait une lueur agréable. Je fis le point sur ma petite demeure, mon bastion, mon refuge. Chaque photo sur le mur et chaque livre sur l'étagère me rappelait que j'avais triomphé de mes difficultés. Le genre de tranquillité que l'on ne peut ressentir qu'après avoir enduré des années de conflits m'envahit. L'air était frais et parfumé de liberté lorsque je le respirais profondément. Je me sentais en sécurité. Mon téléphone sonna sur la table basse au moment même où l'idée me vint à l'esprit. Il s'éteignit et afficha un numéro que je ne connaissais pas,
Un inconnu qui m'appelait, mais j'étais conscient. Le seul avertissement tacite qui m'avait maintenu en vie dans des contrées lointaines et poussiéreuses, mon intuition de soldat, me criait. La lutte n'est pas terminée. On m'a localisé sur ces plages où j'avais trouvé une tranquillité durement gagnée. La tempête que j'avais évitée pendant si longtemps était sur le point de déferler. Aucun coup frappé à la porte, ni cri au milieu de la nuit n'a signalé le début de l'attaque. Elle a commencé de manière numérique, invisible, par un petit dingue sinistre sur mon téléphone. J'ai été taguée dans une publication Facebook par quelqu'un que je connaissais au lycée, même si nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 10 ans, alors qu'un sentiment de peur glaciale me parcourait les entrailles. J'ai gardé mon doigt posé sur l'alerte. C'était la première salve, le début. Dès que je l'ai fait, le chef-d'œuvre de manipulation de Sarafina est apparu devant mes yeux. L'article tournait autour d'une vieille photo défraîchie de nous deux, datant de notre enfance, une image estivale oubliée. Elle avait 14 ans, j'en avais probablement 9. Assis sur les marches en bois cassé du porche de notre maison à Havenwood, nous plissions les yeux pour voir le soleil. Mon bras était maladroitement passé autour de ses épaules et j'arborais un sourire niais et béat. Son expression était celle d'une adolescente gênée, contrainte de prendre la pause avec son petit frère insupportable. En apparence, nous étions irréprochables. Nos expressions étaient joyeuses. On aurait dit une famille de cartes de vœux. La photo était une fabrication délibérément choisie, un cheval de Troie destiné à accentuer la tristesse de ce qui allait arriver et le caractère monstrueux de ma prétendue trahison, exemple type de martyr passif-agressif. La légende sous la photo était aussi longue qu'un roman. La réalité dure et cruelle de la vie dans une petite ville a progressivement brisé son esprit créatif, qu'elle a décrit dans un texte dramatique et fluide, présentant son insouciance comme un combat héroïque. Elle se lamentait sur la série d'événements malheureux et la malchance qui avait causé ses problèmes financiers. Après quelques pages de lamentation, elle a finalement lâché la bombe. Comme cela aurait été très honnête et direct, elle a évidemment évité d'utiliser mon nom. Au contraire, elle a éludé les détails tout en décrivant la douleur particulière d'avoir une sœur militaire qui avait connu un grand succès, mais qui était tragiquement devenue froide et égoïste à cause de sa vocation. Une diffamation parfaitement exécutée, dure et magnifique. En dessous, dans la zone de commentaires, ses amis et ses parents éloignés ont déversé leur pitié mal placée et leur fausse colère. Ils avaient réussi à me faire passer pour l'antagoniste de ma propre histoire avec un seul message stratégique, transformant mes années d'altruisme en preuve de mon caractère insensible et dépourvu d'émotions. Je suis tellement désolée que tu traverses ça, ma chérie. Je n'arrive pas à croire que ta famille te traite ainsi. Je t'envoie mes prières et mes ondes positives. Ils avaient réuni un jury d'inconnus sans instruction qui se mettait à juger une femme qu'ils n'avaient jamais vue, et j'étais jugée par l'opinion publique. Le monde entier pouvait voir la souffrance que j'avais cachée. Le soutien venant de l'air était l'attaque numérique. Rapidement après cela, l'invasion terrestre a commencé. Les téléphones ont commencé à sonner, dans son agonie théâtrale, qu'elle pouvait invoquer à volonté. Ma mère Geneviève m'appelait en pleurant. Elle criait que mon indifférence lui brisait le cœur et que mon manque de compassion aggravait la santé déjà précaire de mon père, au point qu'il était en train de mourir. Elle utilisait sa foi comme une arme, criant des passages de la Bible et des malédictions au téléphone. Après avoir crié « Dieu ne pardonne pas à une enfant irrespectueuse », Molly. Elle raccrochait avec un geste théâtral qui me laissait avec le silence obsédant de sa colère vertueuse. C'était mon père qui ne m'appelait jamais. Il préférait l'efficacité clinique des SMS, courts, cyniques et intimidants. Ils arrivaient à intervalles aléatoires, comme des coups de poing numériques dans l'estomac. « Tu vas le regretter ? Je sais où tu habites. » Chaque communication était comme une bombe souterraine qui explosait au milieu de ma journée de détente. Chaque sonnerie de mon téléphone et chaque bourdonnement d'un nouveau SMS était une nouvelle vague d'agression. Je ne me sentais plus en sécurité dans ma forteresse, dans ma belle maison paisible. C'était comme si elle était marquée d'un point sur une carte. Il pouvait surgir de nulle part. Une présence persistante et intrusive s'insinuait dans mon esprit et me volait ma tranquillité, brisant la barrière psychologique que j'avais mis des années à construire. Je sentais une terreur familière et glaciale envahir mes pensées. Le fait de me sentir confinée dans le sous-sol, avec les rires provenant de l'étage, me rappelait le souvenir de cette fillette de 12 ans. Ma première réaction a été de me recroqueviller et de me cacher, en espérant que le danger disparaisse. Cependant, après 15 ans d'entraînement, l'effet a commencé à se faire sentir. Une nouvelle voix s'est élevée, une voix qui s'était formée dans les déserts afghans et dans la discipline de Fort Bragg. La conscience situationnelle est une notion essentielle que j'ai retenue de ma formation d'officier.
Il faut rester détaché émotionnellement pour agir. Vous devez d'abord observer, puis vous orienter et enfin prendre une décision. Cet enfant sans défense avait grandi en moi, alors que ma maison était assiégée. Je servais comme capitaine dans l'armée américaine. J'ai pris une longue inspiration apaisante. J'ai enfoui mes émotions, les mettant dans un tiroir pour m'en occuper plus tard. Une mentalité plus stratégique m'est venue à l'esprit. Il n'y avait pas d'autre solution. J'étais au milieu d'une confrontation agressive. Je n'ai répondu à aucun SMS. Je n'ai répondu à aucun autre appel téléphonique. Ce serait une erreur de négocier des accords avec l'adversaire. J'ai plutôt commencé à recueillir des informations de manière calme et systématique. J'ai capturé chaque mot du message Facebook de Sarafina, y compris la série de remarques critiques. Le journal des appels révèle le déluge d'appels harcelants de ma mère et tous les SMS menaçants de mon père. J'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur portable et l'ai protégé par un mot de passe. On ne se lance pas dans une bataille sans être préparé. Alors je l'ai baptisé Preuve. Je ne savais pas encore comment je l'utiliserais, mais j'étais déterminée à gagner. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Un poison avait été injecté dans le calme de ma maison. Une montée d'adrénaline parcourait mes veines au moindre craquement du parquet ou au moindre bruissement de feuilles dans l'allée, les oreilles tendues dans l'obscurité totale. J'étais allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, essayant de donner un sens à chaque bruit. La situation s'échauffait. Je réalisais que leurs mots n'étaient pas leur seule arme. Avant l'attaque proprement dite, ils servaient de barrage apaisant. Une réponse physique serait leur prochaine action. Je n'avais aucun doute. Lorsque les premières lueurs du jour ont traversé mes stores le lendemain matin, j'ai eu l'impression que la terreur de la nuit précédente s'était transformée en acier dur et froid. J'avais pris ma décision. Une entreprise de sécurité locale a été mon premier contact lorsque je suis rentrée chez moi. 1 heure après avoir décrit mes besoins, un technicien du nom de Kevin, qui semblait à la fois professionnel et courtois, faisait le tour de ma maison. Je lui ai dit « Je veux tout », d'un ton qui ne laissait aucune place à la négociation, un système complet, des caméras couvrant tous les angles de l'extérieur, la porte d'entrée, la porte arrière, toutes les fenêtres, des détecteurs de mouvement à tous les points d'entrée du rez-de-chaussée, un système d'alarme surveillé avec une ligne directe vers le département de police de Fayetteville, la sirène la plus puissante que vous ayez. Son regard trahissait une pointe d'inquiétude lorsqu'il a vu mon attitude militaire et la désolation totale de ma maison, qui était encore en cours d'ameublement. Je le fixais du regard sans ciller, le visage impassible. Tandis qu'il disait « Madame, capitaine, quelque chose vous inquiète ?» « Je ne suis pas inquiète, » répondis-je avec beaucoup de soin et de précision. « Je me prépare. » La nouvelle sonnette se mit à retentir quelques jours après l'installation du système de sécurité. Les bruits d'alarme avaient été noyés par la jolie tonalité électronique de la sonnette. J'ai traversé le hall pour me rendre à l'écran que j'avais installé plus tôt. J'ai été parcourue d'un frisson. Mes parents se tenaient sous mon porche, image de la honte mise en scène. Ils étaient magnifiques sur la caméra haute définition. Le visage de ma mère était déformé par une expression de profonde et pitoyable inquiétude. À côté d'elle, mon père regardait ses chaussures, archétype de l'homme modeste. Il tenait dans ses mains un panier cadeau, bon marché rempli à ras-bord de fromage fondu et de crackers. Son caractère évident était presque offensant. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Au début, je voulais ne rien faire et les laisser là jusqu'à ce que la chaleur de Caroline les dessèche. Cependant, je savais que cela ne serait pas efficace. Il y aurait du remue-ménage si je refusais de les laisser entrer. Ils afficheraient publiquement leur tristesse en frappant à la porte, en m'appelant par mon nom et en racontant leur histoire de parents désespérés et de filles sans cœur, comme on me l'avait enseigné, observer, s'orienter, décider, agir. Je respirais lentement et délibérément, sur mon terrain, selon mes règles. Je choisis de jouer leur jeu, je déverrouillai la porte. Comme une petite consolation, j'entendis le bruit sourd et gratifiant du verrou qui glissait, et j'ouvris prudemment la porte, me positionnant de manière à bloquer l'entrée. Debout, rigide, je restais muette, curieuse. Je demandais « Que voulez-vous » Les mots manquaient de passion et de profondeur. Ma mère essaya de sourire comme si elle riait. « On peut entrer, chérie. S'il te plaît ?» On a roulé toute la nuit. Nous étions tellement inquiets. Elle parlait d'une voix délicate et tremblante. Une excuse mince comme une feuille de papier fut prononcée. « Nous avons eu tort. Molly. Tellement tort. Je suis vraiment désolée. » Cela dit, je me suis écartée. Inviter l'adversaire à l'intérieur de la forteresse vous permettra d'observer de près chacun de ses gestes. Lorsque j'ai ouvert la porte, je n'ai pas pu détourner mon regard d'eux. En observant ma proie, je me sentais comme un faucon.
Sans plus attendre, ils ont commencé une visite importune de ma maison, leurs prétentions d'appréciation contredisant leur véritable objectif. Thaddeus, mon père, déambulait dans le salon, ses bottes marquant le parquet que j'avais rénové 1 mois plus tôt. Comme pour vérifier leur stabilité, il a passé sa main sur les murs et les a parfois tapotés avec ses jointures, tout en inspectant les lieux. Il a levé les yeux vers le plafond et les luminaires, passant d'un meuble à l'autre. Ma mère Geneviève a laissé son empreinte sur chaque surface. J'avais découvert cette table basse dans un marché aux puces, et elle a passé son doigt sur sa surface brillante et lisse. « Oh, cette table est absolument magnifique », dit-elle avec une douceur artificielle. Ce commentaire n'était pas gentil. Il signifiait simplement « Elle a dû coûter cher ». C'était une critique. Soudain, Sarafina entra d'un pas vif par la porte ouverte après être sortie de la voiture en marche qu'ils avaient garée dans mon allée, son téléphone déjà à la main. Elle le leva pour prendre des photos. Elle photographia chaque détail, y compris le lustre, l'agencement de la cuisine et les nouvelles serrures des fenêtres de près. Elle vit que je la regardais et remarqua. Je cherche juste l'inspiration artistique, en agitant la main de manière espiègle et en affichant un petit sourire boudeur. Cependant, leurs actions étaient claires comme de l'eau de roche pour moi. Il s'agissait d'une opération de reconnaissance, et non d'une visite. Ils essayaient de déterminer la valeur du bien et de repérer mes points faibles. Plus irritant encore que leur cupidité était la façon dont ils me traitaient comme un idiot. C'est dans le salon que nous avons été conduits après leur examen pitoyable. Une atmosphère palpable d'animosité tacite imprégnait le silence lugubre. Ils se sont affalés sur mon canapé. Je me tenais debout, les bras croisés. Comme un garde dans ma propre maison, mon père a finalement pris la parole, les mains sur les genoux et le menton relevé. Il s'exprima d'une manière qui trahissait un homme prêt à faire une grande concession. « Écoute, » dit-il, détournant le regard. Peut-être que notre suggestion de vendre la maison était un peu trop précipitée, dit-il, marquant une pause pour laisser planer cette fausse capitulation. Mais que diriez-vous de l'hypothéquer ? Vous pourriez contracter un prêt immobilier, obtenir l'argent pour votre sœur et conserver la maison. Vous voyez, tout le monde y gagne. C'est raisonnable. Non, je les regardais avec un visage impassible. Tous leurs plans avaient été dévoilés. Personne n'était venu présenter d'excuses. Rien n'avait changé. Il leur suffisait simplement de se réorganiser et d'élaborer une stratégie différente. Pour s'épargner l'effort de saisir de force mes biens, ils voulaient que je me mette volontairement dans une situation financière difficile à cause de l'imprudence de ma sœur. Une répulsion ardente et acide m'est montée à la gorge. Ce jeu m'avait épuisée. Je me suis levée, je me suis dirigée vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. J'ai dit d'une voix aussi glaciale et inflexible que la pierre « La visite est terminée. Ma réponse reste négative, et je vous implore de ne revenir ici sous aucun prétexte. » L'expression de mon père est passée d'une fausse raisonnabilité à une incrédulité bouche bée, puis a pris la teinte rouge foncée caractéristique de son agressivité. Dans un halètement, ma mère a tendu la main et lui a saisi le bras alors qu'il commençait à se lever du canapé. « Thaddeus, ne fais pas ça. » Elle l'a presque tiré hors de la porte, mais il s'est retourné pour me faire face à nouveau alors qu'il franchissait le seuil. Ses petits yeux trahissaient une animosité venimeuse et glaciale. Il a grogné. « Tu vas le regretter, petite salope. » M'a-t-il averti. Je verrouillai rapidement la porte à l'aide de la chaîne et du verrou lorsqu'ils furent partis. Ce n'était pas à cause de la terreur, mais à cause d'une poussée d'adrénaline écrasante que mes mains tremblaient. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un parent toxique, malgré tous ces efforts, pour montrer qu'il avait changé? Pour exprimer votre soutien, cliquez sur le bouton « J'aime ». Si vous connaissez ce sentiment, ce mélange de force et d'angoisse, postez simplement, porte fermée, pour me faire savoir si vous avez déjà vécu cela. Je me suis précipitée vers mon bureau exigu, où l'écran brillant du nouveau système de sécurité m'a accueilli. Même maintenant, mon pouls battait à toute vitesse. Je me suis arrêtée, puis j'ai rembobiné et j'ai regardé. Grâce à la caméra installée dans mon rétroviseur, j'ai vu mon père tester la serrure en secouant la poignée. Le regard de ma mère s'est posé sur le coin où se trouvait la caméra, tandis que je voyais la vue grand angle depuis le salon. Sarafina a photographié la marque et le modèle exact de la serrure de ma porte d'entrée, et j'ai vu le gros plan impeccable de la caméra du Porsche. J'ai halté. Leur intention n'était pas de se réconcilier, c'était imminent. Et j'en étais parfaitement certaine. Ils étaient venus préparer une invasion. Après 3 jours d'entraînement en plein air, je me sentais à la fois fatiguée et satisfaite en rentrant chez moi. L'odeur des aiguilles et de pain, de la transpiration et de la poudre à canon imprégnait mes vêtements.
Mon seul désir était de boire un verre rafraîchissant et de prendre une douche chaude. Cependant, un sentiment fondamental d'anomalie m'a frappé lorsque je me suis engagée dans ma rue, bien avant que mon cerveau n'ait eu le temps d'interpréter ce qu'il voyait. Mon intuition de soldat s'est réveillée. À une centaine de mètres, je pouvais le voir. Elle n'était pas fermée, ma porte d'entrée. Comme une mâchoire sectionnée, elle s'accrochait à un seul pivot, horriblement ouverte. Brisée et cassée, tout battement s'est arrêté. Le rythme de la vie semblait ralentir, alors que les bruits ambiants du quartier s'atténuaient progressivement, jusqu'à devenir un faible grondement. Je me suis concentrée sur mon entraînement. D'un seul geste délibéré, j'ai garé mon véhicule sur le trottoir, coupé le moteur et sorti mon Glock 19 standard de son étui. En actionnant la glissière, j'ai chargé une balle. Ma prise était ferme, même si j'arrivais à contrôler ma respiration. Une colère glaciale et bouillante montait en moi. Je me suis précipitée vers la maison, me réfugiant dans les buissons de mon voisin. L'intérieur de ma maison ressemblait à un champ de bataille, mon beau canapé confortable. Le premier meuble neuf que j'avais acheté pour moi-même était réduit en lambeaux, sa garniture blanche était sortie, comme des intestins. L'écran de ma télévision ressemblait à une toile de verre brisée, des larmes éclaboussaient le sol comme des feuilles mortes, tandis que mes livres, mes biens les plus précieux, et mes compagnons de papier et d'encre avaient été retirés de leurs étagères, leurs dos cassés et leurs pages déchirées. 2 mots écrits en lettres bouclées et laides. Traître, mon refuge, ma forteresse, souillée, profanée. Le message était griffonné sur le bleu serein du mur de mon salon, dans une traînée criarde et graisseuse de rouge à lèvres rouge vif, la teinte distinctive de Sarafina. Depuis mon bureau à l'arrière de la maison, j'entendais un plancher craquer. Ils n'étaient pas partis. Ma main se crispa fermement autour de mon arme, tous mes sens en alerte. J'avançai furtivement dans le couloir. Je recourus à la méthode éprouvée pour vider une pièce, m'appuyer contre le mur, rester attentif et respirer profondément. Puis, je me retournai brusquement et pénétrai dans la pièce, arme baissée et prête à tirer. Mes parents et Sarafina furent appréhendés comme des vautours en train de picorer un cadavre. Dans leur course effrénée au trésor, ils fouillaient mon classeur métallique, éparpillant des documents partout. Ils voulaient voir le titre de propriété de ma maison. Il y avait 3 personnes dont le regard est passé de la cupidité à la terreur, les yeux écarquillés et la bouche bée. Dès qu'elles m'ont aperçu, avec un sourire hideux et déformé sur le visage, ma mère a crié « Molly !» comme si elle pouvait agir normalement dans cette situation. Nous sommes juste passés pour voir si tu étais à la maison. Ce mensonge était si pitoyable et humiliant qu'il n'a guère fait impression, le teint pâle. Sarafina a jeté un paquet contenant mes documents financiers. Mon père, Thaddeus, s'est remis le premier, la rage. Cette vieille et affreuse colère qui avait contrôlé mon enfance a rapidement pris le dessus sur sa peur. Une sensation passagère. Tu oses pointer une arme sur moi, m'a-t-il réprimandé, la poitrine bombée, alors qu'il s'avançait agressivement vers moi, devant ton propre père. Pose ça. Cependant, j'avais grandi depuis mes 12 ans passés dans la cave. Je n'étais plus cet adolescent maladroit qui pleurait sur un billet de concert déchiré. Je suis resté fermement sur mes positions, les pieds bien ancrés au sol, le canon de mon armée pointé vers le sol. Dégageant une aura de puissance inébranlable, « Quitte ma maison », ai-je ordonné. Un murmure dangereusement faible m'échappa. Maintenant, il ne comprit pas cette absence totale de peur et de rébellion. Cela le mit dans tous ses états. Sa main s'est levée pour me frapper comme il l'avait fait 1000 fois auparavant, et il s'est précipité vers moi en poussant un cri guttural. Cependant, il était maladroit et en colère. Je me suis entraînée rapidement et avec précision, en un clin d'œil. J'étais en mouvement. En utilisant mon avant-bras pour bloquer son bras qui s'approchait et en pivotant sur la pointe de mes pieds, j'ai pu exploiter son élan pour lui tordre le bras derrière le dos, formant une prise de contention. Une symphonie de douleur et d'étonnement stupéfait s'échappa de lui alors qu'il s'agenouillait. Il fit un effort, mais en vain. J'étais douée, mais il était puissant. L'équilibre des forces entre nous avait changé d'une manière tangible que je n'avais jamais connue auparavant. Le tyran n'avait plus aucun pouvoir. La bête était enfermée dans une cage. « Maman !» appelle le 911. Cria Sarafina. Elle me donnait la chair de poule, comme si c'était moi qui avais fait irruption et causé des problèmes. Mon père fut poussé en avant et tomba au sol lorsque je le lâchai. Debout, mon téléphone à la main, je reculai d'un pas. Pas besoin, je l'ai déjà, dis-je d'une voix glaciale. Il me suffisait d'appuyer sur les 3 chiffres qui allaient changer le cours des événements. La connexion était stable, à l'exception de la respiration haletante de mon père.
La pièce était plongée dans un silence total. Leurs expressions allaient de la perplexité à la terreur pure et simple, tandis qu'ils fixaient leur regard sur moi. Ils étaient déconcertés. Ne jamais, au grand jamais, étaler son linge sale en public. Telle est la règle d'or des familles toxiques. Et je l'avais enfreinte. On défend le système alors même qu'il nous anéantit. Puis, le bruit des sirènes, faible au début, mais dont le volume augmentait rapidement, se fit entendre. Un cri perçant déchira le calme du quartier, un bruit métallique sinistre. Leurs expressions se sont transformées en pure terreur. Le match était terminé. Peu après, 2 policiers de Fayetteville au visage sombre sont entrés dans le salon détruit pour évaluer la situation. Ils ont compris dès qu'ils ont vu les dégâts, ma tenue et le trio d'envahisseurs. Mon père a penché la tête pour me fixer du regard, le visage rouge de colère. Tandis qu'un policier lui passait les menottes. Vous allez payer pour ça. Retentissante a résonné dans toute la zone envahie lorsqu'il a crié. Cependant, j'ai réalisé qu'il se trompait lorsque j'ai vu leur expulsion humiliante de ma maison, la tête baissée et leur pitoyable pitrerie finalement exposée pour ce qu'elles étaient vraiment, des criminels ordinaires. Ce n'était plus moi, mais eux qui allaient en payer le prix. C'était une première pour moi. Un silence inquiétant s'est installé dans ma maison lorsque les véhicules de police sont partis, emportant avec eux les restes de ma famille. Mes sens étaient en éveil et mes mains étaient fermes, alors que l'excitation qui coulait dans mes veines s'estompait, laissant place à une fatigue profonde. Alors que je glissais le long du mur de mon salon dévasté, je me suis finalement retrouvé assis sur le sol, entouré des débris de mon existence. La première vague de triomphe, de puissance vertueuse, s'était estompée. Certes, ils avaient été placés en détention, mais ma forteresse avait été attaquée, elle était devenue mon refuge. Un terrible engourdissement m'envahit. Même si j'avais triomphé au combat, ma maison semblait avoir été détruite. Comment suis-je censée commencer à recoller les morceaux? Madame Eleanor s'est présentée à ma porte endommagée le lendemain, l'air légèrement inquiet. Elle n'a pas fait de commentaires indésirables ni posé de questions clichés. Elle s'est contentée de m'apporter un sac de biscuits et un thermos de café fumant. 2 de mes collègues de Habitat for Humanity, armés de boîtes à outils, sont arrivés quelques heures plus tard. Ils étaient silencieux. Je venais à peine de commencer à barricader la porte qu'ils m'aidaient déjà à nettoyer les débris de verre. Leur présence calme et imperturbable a apaisé mes nerfs à vif. Nous sommes d'abord allés au grenier et avons commencé à trier un certain nombre de boîtes de rangement endommagées et éparpillées, cachées dans un endroit obscur sous une accumulation d'isolants usés. J'ai découvert un objet inhabituel, un petit coffre en bois fermé par des bandes de fer corrodées. Son ancien propriétaire devait être le propriétaire légitime. Jusqu'à présent, je ne l'avais jamais ouvert. Au plus profond de mon chagrin, une lueur de curiosité m'a poussé à le descendre. Le bord d'un tournevis m'a aidé à retirer le fermoir rouillé. Les charnières de la porte ont émis un bruit désagréable. À l'intérieur, il n'y avait qu'un grand dossier en papier craft rempli de documents fragiles et jaunis, sans aucun trésor caché. Je les ai retirés avec beaucoup de précaution. Près d'un siècle s'était écoulé depuis qu'ils constituaient les documents originaux de la maison. Il y avait une montagne de papier, notamment d'anciens documents fonciers, des plans de construction et des lettres. Sur le papier, à en-tête officielle de la Fayetteville Historic Preservation Society, une lettre a attiré mon attention. Au centre de la page, une phrase soulignée a attiré mon regard. Il est décidé que la propriété située au 12 Oak Street est officiellement désignée monument historique de la ville à compter du 10 mai 1985, en raison de son exemple parfait d'architecture craftsman originale et de son rôle essentiel dans le développement du quartier. Cette déclaration m'a été lue à plusieurs reprises. Ces mots dégageaient une vitalité surnaturelle, un site important dans le passé. D'un point de vue purement pragmatique, qu'est-ce que cela impliquait exactement? J'ai rapidement consulté le code municipal de la ville sur mon ordinateur portable. Un battement optimiste et régulier dans ma poitrine a accéléré les battements de mon cœur. J'ai découvert qu'il s'agissait d'un règlement municipal. Les propriétés reconnues comme monuments historiques étaient protégées par la loi, sans le consentement explicite et la supervision d'un comité de préservation dédié. Elles ne pouvaient être modifiées de manière substantielle, détruites ou, et c'est là que mon estomac s'est noué, vendues. Le projet de ma famille de me faire vendre ma maison reposait sur une hypothèse irréaliste dès le départ, une force dont ils n'avaient jamais imaginé l'existence pour protéger l'objet de leur destruction, une justice poétique, une œuvre d'une ironie exquise. Le lendemain, un camarade soldat de mon escouade m'a donné un numéro de téléphone. « Si tu es dans un combat, tu veux qu'elle soit dans ton coin ?» m'a-t-il fait remarquer. Evelyn Sterling est connue sous le nom de Bulldog, a dit quelqu'un.
à la fin de la soixantaine. Elle est devenue célèbre dans sa ville natale en tant qu'avocate. L'odeur des livres anciens et du café fort flottait dans son bureau du centre-ville, situé dans un bâtiment en briques rénové. Une impressionnante collection d'ouvrages juridiques ornait les murs du sol au plafond. Elle m'a serré la main avec une poigne ferme et autoritaire, et ses cheveux courts et simples étaient d'un gris acier. Je lui ai tout raconté alors que j'étais assis en face de son immense bureau en bois. Je lui ai présenté tout cela de manière systématique, comme s'il s'agissait d'un briefing de mission. Je lui ai exposé la première demande, la campagne de harcèlement et l'effraction. Je lui ai montré le dossier que j'avais constitué avec les captures d'écran des publications Facebook, les messages menaçants et les enregistrements des appels. L'effraction avait causé beaucoup de dégâts, et je lui ai montré la vidéo de surveillance de leur expédition de reconnaissance. Enfin, j'ai posé les papiers jaunis du coffre sur son bureau. Son expression neutre et professionnelle masquait des yeux vifs et intelligents qui ne quittaient pas mon visage, ce qui a permis à Madame Sterling d'écouter attentivement sans m'interrompre. Lorsque j'ai eu terminé, la pièce était plongée dans le silence. À l'exception du tic-tac de l'horloge comtoise dans le coin, son geste fut bref et décisif, un simple signe de tête. Ils ont commis plusieurs erreurs. Finit-elle par remarquer d'une voix grave et assurée. Sa réponse fut « des erreurs très graves ». Elle prit ensuite le dossier de preuves que j'avais méticuleusement constitué, l'intrusion criminelle. Le vandalisme et le fait qu'il s'agisse d'un monument classé aggravent considérablement la gravité de cette accusation. Une tentative constante d'intimider et de harceler les gens, a-t-elle ajouté en me fixant du regard, ainsi qu'une tentative évidente d'utiliser des moyens frauduleux pour s'emparer de quelque chose. Sur ces mots, elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, d'où elle pouvait voir la place de la ville en contrebas. Vous avez bien travaillé. Capitaine, votre discipline, votre prévoyance a tout documenté. Vous m'avez donné tout ce dont j'avais besoin. Pour la première fois, j'ai vu une lueur d'émotion sur son visage habituellement impassible lorsqu'elle s'est retournée pour me faire face. Un petit sourire a effleuré le coin de ses lèvres. Ce sourire était celui d'un prédateur. Il pensait attaquer une résidence, a-t-elle déclaré, la voix tremblante d'une excitation glaciale. Ils se sont trompés. Ils ont attaqué une forteresse protégée par la loi, tandis qu'un général planifie son prochain coup. Elle retourna à son bureau et disposa les documents en carré. Elle me regarda dans les yeux. « Capitaine, dit-elle, nous allons attaquer. Nous n'allons pas nous contenter de défendre. » J'ai mûrement réfléchi au choix de mon uniforme pour l'audience. Il s'agissait de ma tenue officielle de cérémonie lorsque j'étais dans l'armée. Les médailles qui reposaient sur ma poitrine étaient lourdes. Le blazer bleu foncé était bien repassé, et les boutons en laiton brillaient. Je ne la portais pas pour faire une déclaration ou pour effrayer les autres. Je la portais pour me rappeler constamment mon identité. Je n'étais pas une victime terrifiée recroquevillée dans un coin, mais le capitaine Molly Walsh, un officier lié par serment à maintenir l'ordre. Je pouvais compter là-dessus. Ma famille était assise en boule sur un siège en bois de l'autre côté de la salle d'audience, sous les lumières fluorescentes vives. Ils semblaient plus petits, sans la fanfaronnade et la vanité qui les caractérisaient auparavant. Ils semblaient petits, furieux et émaciés. Leur avocat, un homme élégant vêtu d'un costume trop serré, a commencé son discours d'ouverture. Il a dépeint une scène de malentendu catastrophique qui avait dégénéré. D'une voix qui trahissait son empathie artificielle, il a qualifié cet événement de tragique drame familial. Il a ensuite tenté de changer de sujet, en laissant entendre que mon long service militaire m'avait rendu émotionnellement vulnérable et facilement manipulable. Même si les actions de ma famille étaient peut-être incorrectes, il a laissé entendre qu'elles étaient motivées par un souci sincère de mon bien-être, les mains doucement jointes sur mes genoux. Je suis resté assis à côté de Madame Sterling. J'avais confiance en mon général et j'attendais patiemment ses ordres pour mener les troupes sur le champ de bataille. Evelyn Sterling s'est levée lorsque notre tour est venu. Elle ne s'est pas contentée de monter à la tribune, elle a pris le contrôle de toute la salle d'audience. Au lieu de se contenter d'énoncer les accusations, elle a tissé un récit, mon récit. Au lieu de commencer par l'effraction, elle a commencé par l'agression. Elle m'a montré des photos de blessures que j'avais subies il y a des années et des lettres que j'avais envoyées à un camarade de fac au sujet des accès de colère de mon père. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience. Leur avocat s'est levé d'un bond. Objection. Votre honneur. Pertinence. Cela témoigne d'un schéma d'intimidation et de contrôle établi de longue date, qui est directement pertinent pour le mobile de l'accusé, a déclaré Madame Sterling sans hésitation. Le juge Sterling, une femme à l'air sérieux et au regard perçant, a simplement répondu. Rejeté. Poursuivez, maître.
En exposant minutieusement les faits, Madame Sterling a réussi à construire un dossier incontestable. Elle a montré au tribunal les SMS menaçants de mon père. Elle a fait écouter les messages vocaux manipulateurs et maniaques de ma mère. Sur les écrans de la salle d'audience, elle a montré à tout le monde la capture d'écran du message diffamatoire publié par Sarafina sur Facebook. La tension dans la salle est devenue palpable, jusqu'à ce que la vidéo de la caméra de sécurité porte le coup fatal, assombri par Madame Sterling. D'un simple geste sur l'énorme écran, le film incriminant provenant de mon bureau a pris vie. Et j'ai déclaré « Votre honneur ». Je voudrais maintenant présenter la pièce à conviction D. Avec une intensité frénétique et vorace, mes parents et ma sœur ont fouillé dans mes papiers privés sous le regard stupéfait de toute la salle d'audience. Mon père a sorti un relevé bancaire tandis que Madame Sterling passait à un gros plan de son visage, qui trahissait une expression de cupidité débridée. Elle s'est tournée vers lui, qui occupait le siège du défendeur. La froideur de ses mots a tranché le silence comme une lame. Elle a dit « Cela ressemble-t-il à de l'inquiétude pour une fille ? M. Walsh ». Tout en le regardant intensément dans les yeux, il m'a jeté un regard, le visage pâle et muet. Leur récit de victime avait été brisé. Ou cela ressemble-t-il à un cambriolage prémédité ? Avait dit mon ami. Capitaine Walsh, dit Madame Sterling avec une pointe d'hésitation. Je me levai, me tiendis droit et parlais clairement et calmement tandis que le juge disait « Veuillez dire à la cour, avec vos propres mots, quand vous avez découvert votre famille dans votre maison, à ce moment-là, qu'avez-vous ressenti ?» Je regardais mes proches pendant une seconde. Ma mère fixait ses mains. Palatine était Sarafina. Même si mon père me regardait, son regard n'avait aucun effet sur moi jusqu'à présent. Je n'ai pas ressenti de peur. Votre honneur. Vous ai-je informé ? J'ai été confrontée à de réels dangers dans ma carrière. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était une profonde tristesse, un chagrin profond et vide, car les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement ne me voyaient que comme un obstacle et ma maison comme un trophée. Je me suis approchée de mon père, qui a rapidement détourné les yeux, et j'ai dit « Ils n'étaient pas là pour se réconcilier, ils étaient là pour me voler. Mon témoignage, associé à l'avalanche de preuves incontestables, a scellé leur destin, et j'ai décidé à ce moment-là que j'en avais assez de les laisser faire, disait mon témoignage. La juge a rendu sa décision sans délai. Ils ont été accusés d'intrusion criminelle, de vandalisme en raison de l'importance historique de la propriété et de harcèlement criminel. Après le prononcé du jugement, les sanctions suivantes ont été imposées. Une ordonnance restrictive permanente, 3 ans de probation et le remboursement intégral de tous les dommages. À partir de ce moment, ils ne pouvaient plus s'approcher à moins de 500 mètres de ma propriété ou de moi-même. Conformément à la loi, ma mère a éclaté en sanglots bruyants et théâtraux lorsque le marteau du juge a retenti dans la salle d'audience autrement silencieuse, immobile. Comme une statue stupéfaite, Sarafina s'est restée assise. Ses yeux brillaient d'une colère impuissante et sans limite, tandis que mon père se contentait de me regarder. Cependant, cette expression ne m'effrayait plus. Le monstre avait perdu tous ses crocs. En sortant de la salle d'audience, je me suis levée, j'ai salué Madame Sterling d'un signe de tête courtois et je suis partie. Jetant un œil à travers les épaisses portes en chêne, je suis sortie sous le soleil radieux de Caroline. J'ai inspiré profondément, savourant l'air frais. La victoire était mienne. Il y avait eu une résolution équitable. Cependant, le triomphe semblait étrangement vide, alors que les portes de la salle d'audience se refermaient derrière moi. Même si le combat était terminé, le véritable champ de bataille avait été mes propres émotions. Et je me retrouvais désormais seule dans le calme qui suivait. À certains égards, réparer la maison était plus difficile que de la construire à partir de zéro. Les morceaux de verre brisés et les grandes rayures sur le parquet rappelaient de manière tangible l'invasion. C'était comme si les lettres rouges odieuses sur le mur s'étaient gravées dans mon esprit. Cependant, lorsque j'ai entamé le long processus de reconstruction, je n'étais pas seule, chaque jour, sans faute. Madame Eleanor venait avec un thermos de thé sucré et un plateau de délicieuses friandises barres au citron, biscuits à l'avoine, 4 quarts pour terminer sa routine de l'après-midi. Elle ne restait jamais très longtemps et ne donnait jamais de conseils non sollicités. Elle se contentait d'être présente, calme et sereine, comme pour dire « Je suis là ». Pendant les week-ends, mes camarades de l'unité venaient nous rendre visite. Ils arrivaient dans des camionnettes, avec une glacière remplie de bière, des rouleaux à peinture et du mastic. Nous avons travaillé en écoutant du rock vintage, comme Led Zeppelin et Tom Petty, à la radio. Nous avons installé une nouvelle porte en chêne massif, pensé le sol et réparé les murs.
Effacer les remarques cruelles et repeindre le mur a été une expérience très cathartique. À chaque coup de rouleau, nous pouvions effacer les taches et les remplacer par une nouvelle couche de peinture bleue, synonyme d'optimisme. Nous avons travaillé ensemble dans une ambiance détendue, ponctuée de conversations et d'humour sarcastique, typique des troupes. En réparant les murs de ma maison, j'ai également senti les barrières autour de mon cœur commencer à se dissoudre. J'ai enfin compris, au plus profond de moi, que le sang partagé n'est pas la seule caractéristique qui définit une vraie famille. Nous sommes tous dans le même bateau. Il s'agit de ces personnes qui, lorsque votre monde s'écroule, viennent avec un marteau et de la peinture. Une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres exactement 1 an après l'audience au tribunal. L'adresse de l'expéditeur manquait sur l'enveloppe blanche, mais l'écriture brouillée et bouclée était immédiatement reconnaissable. Elle provenait de Sarafina. J'avais envie de la jeter à la poubelle sans même l'ouvrir, mais je n'ai pas pu résister à l'envie d'en savoir plus. Assise sur la balancelle de ma véranda, qui venait d'être réparée, je l'ai ouverte avec précaution. Elle avait écrit quelques notes sur une feuille de papier. À ma grande surprise, elle trouvait que le traitement imposé par le tribunal lui avait été bénéfique, écrivait-elle. Elle expliquait en détail comment, à 39 ans, elle avait enfin trouvé un emploi, serveuse chez Applebee's, pour payer son loyer et ses dommages et intérêts. Elle disait à quel point c'était difficile. Un bref, je suis désolée, accompagnait les 2 dernières phrases de sa lettre. Pour la première fois depuis des décennies, lorsque je pensais à elle, je ne ressentais rien d'autre qu'un vide silencieux, comme si quelque chose s'était brisé et ne pouvait jamais être réparé. La lettre disait « Je suis désolée d'avoir été une sœur horrible, j'étais aveugle et égoïste. Et je m'en rends compte maintenant, je n'ai jamais répondu. À la place, j'ai plié la lettre et l'ai rangée dans une petite boîte en bois avec mes autres souvenirs précieux. La leçon que j'avais apprise était que pardonner à quelqu'un est quelque chose que l'on fait pour son propre bien, et non parce que l'on a pitié de cette personne. Le message est de se débarrasser d'un lourd fardeau afin de pouvoir avancer librement, mais il n'est pas nécessaire de faire amende honorable pour pardonner. Ce n'est pas parce que vous avez fermé une porte pour de bonnes raisons que vous devez la rouvrir. Je choisis de me concentrer sur l'avenir plutôt que de m'attarder sur le passé. Après le paiement des frais justifiés de Madame Sterling, il restait une petite partie à régler après que ma famille ait été condamnée par le tribunal à payer les dommages et intérêts. Avec ce dernier paiement sur une dette de souffrance, je sème une graine. J'ai mis en place un modeste programme de subvention en collaboration avec une organisation de quartier qui aide les adolescents en difficulté. Le fonds a été baptisé Peaceful Fortress Fund, Fonds pour une forteresse paisible. Il ne s'agit pas d'un legs substantiel pour les jeunes qui tentent de quitter un foyer violent, que ce soit en s'engageant dans l'armée ou en commençant une nouvelle vie de manière indépendante. Il offre des bourses modestes et ponctuelles, suffisantes pour payer la caution d'un appartement, un billet de bus pour quitter la ville ou un ensemble d'outils pour une école professionnelle. Je voulais transformer l'histoire de violence que ma famille avait tenté de me transmettre en quelque chose de positif. Alors je l'ai fait. Je n'ai peut-être pas pu sauver la fille dans la cave, mais je peux peut-être aider quelqu'un d'autre à créer sa propre échappatoire. Les conférences dans les refuges pour victimes de violences domestiques et les centres d'aide aux anciens combattants sont de plus en plus courantes. Parler en public n'est pas mon fort. Je ne fais que partager mon histoire. Le jour où j'ai réalisé que je méritais la paix, la terreur et l'isolement que j'ai ressentis sont autant de sujets que j'aborde. Lors d'une récente séance de questions-réponses, une jeune femme m'a abordée et m'a demandé s'il était possible que je pardonne éternellement. Après y avoir réfléchi, je lui ai cité une phrase de la Bible qui m'avait toujours intriguée, Matthieu 5,44, qui dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Je lui ai expliqué que j'étais parvenue à ma propre interprétation du texte. Pour moi, aimer mes adversaires signifie leur souhaiter la paix. Lui ai-je dit d'un ton calme et posé, ici, dans ma forteresse reconstruite, enveloppée dans le bourdonnement paisible d'une vie que j'ai gagnée et enveloppée dans la chaleur d'une famille que j'ai choisie, j'ai enfin trouvé cette paix. Cela signifie espérer, à une grande distance et en toute sécurité, qu'ils trouvent un moyen de se guérir, mais le plus grand amour que vous puissiez vous offrir est parfois le courage de vous éloigner. Ainsi s'achève mon récit, l'histoire de la façon dont, avec pour seule arme ma résilience, j'ai érigé ma propre forteresse de tranquillité. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter et de m'avoir accompagné sur ce chemin. Cette chaîne proposera de nombreux récits, dont le mien, avec pour message que nous pouvons choisir la façon dont nous réagissons à notre histoire. Si vous pensez que les histoires peuvent réparer les cœurs brisés et susciter l'inspiration, alors abonnez-vous pour ne rien manquer.
Pensez également à raconter cette histoire à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'encouragement,